Bonjour et bienvenue à cette webconférence sur la maladie de Horton. Je voudrais remercier la filière de nous permettre d'organiser cette webconférence, ainsi que le professeur Saillé qui fera la conférence sur la maladie d'Horton en elle-même, suite à ma présentation de l'association. Nous, c'est l'association France Vascularite qui a été créée en 2006, qui à l'origine s'appelait l'association Wegener Info et autres vascularites. Nous avons décidé de changer de nom pour englober un peu plus largement toutes les vascularites. Donc nous avons un conseil scientifique qui est le GFEV, le groupe français d'études des vascularites, ainsi que le centre de référence maladies rares à l'hôpital Cochin de Paris. Ce conseil scientifique nous permet d'orienter les patients et aussi de mutualiser un petit peu tous les axes de recherche au niveau des vascularites. Nous faisons aussi également partie de la filière FI2R, filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. La filière, c'est pareil, elle permet de faire un maillage du territoire français au niveau des centres de compétences, au niveau des centres de référence sur les maladies rares systémiques. Nous organisons aussi, comme aujourd'hui, une webconférence. Nous en organisons plusieurs par an. Et nous collaborons aussi pour la promulgation de l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient. Nous sommes partenaires de l'Alliance Maladies Rares, qui nous permet d'avoir un peu plus de poids. C'est un regroupement d'associations de patients atteints de maladies rares. Nous faisons aussi partie de Vasculitis Europe et Vasculitis Foundation. Alors, Vasculitis Europe, c'est également une association qui regroupe uniquement des associations de patients atteints de vascularite au niveau européen. Au niveau européen, s'entend l'Europe géographique et pas communautaire. Et Vasculitis Foundation, c'est basé aux États-Unis et nous sommes leurs correspondants en France. Nous sommes récemment inscrits à Rare Disease Belgium, qui est l'équivalent de l'Alliance Maladies Rares en France. Il n'y a pas d'association de patients atteints de vascularite en Belgique. Et nous avons fait une réunion l'année dernière, la première réunion en Belgique à Bruxelles. Nous faisons donc aussi partie d'Eurodis, qui est l'équivalent de l'Alliance Maladies Rares, mais au niveau européen, qui nous donne beaucoup plus de poids pour faire valoir nos droits et défendre les droits des patients atteints de maladies rares. Alors, au niveau de l'association, donc évidemment, notre premier but, c'est d'écouter et soutenir les patients, ainsi que leurs proches, et les aider à mieux vivre au quotidien avec leur pathologie. Évidemment, c'est une grosse activité, une grosse partie de mon activité, donc c'est des écoutes de téléphone, des mails, des courriers. Nous avons également un forum privé de discussion. Et puis nous avons des ressources administratives et institutionnelles, c'est-à-dire que quand les patients rencontrent des problèmes avec une prise en charge avec la sécurité sociale par exemple, mais on peut intervenir, ou la MDPH également. Nous avons mis en place aussi des ateliers d'éducation thérapeutique. Alors ces ateliers, ils ont un but qui est de réunir des patients d'une part, mais aussi de pouvoir exprimer, pouvoir poser ses questions, de mieux apprendre à connaître sa maladie. Donc ça passe par quels sont mes traitements, à quoi ils servent, qu'est-ce que ma maladie, qu'est-ce qu'une vascularite, quels sont les symptômes à surveiller, est-ce que potentiellement je peux faire une rechute, est-ce que toutes ces questions-là peuvent être discutées ensemble avec des spécialistes, donc c'est des médecins, infirmières, diététiciennes également, ou psychologues. Ces ateliers d'éducation thérapeutique, ils existent actuellement à l'hôpital Cochin à Paris. Et il y a une journée nationale également à Cochin à Paris qui est mise en place. Et le but, c'est de le développer dans toute la France, dans tous les hôpitaux qui souhaiteraient proposer de l'ETP à leurs patients. Nous avons mis aussi en place des stages en laboratoire. Là, ça recoupe un petit peu l'ETP, mais c'est plus sur les mécanismes propres des vascularites. Nous avons pour cela deux formules. Une formule sur 3 jours à Marseille avec l'association Tous Chercheurs, où on va voir un petit peu, on va faire un petit peu le point sur le bilan des différents acteurs du système immunitaire impliqués dans les vascularites. Et puis nous avons une autre formule un peu plus courte, un peu plus light entre guillemets, qui se passe sur une demi-journée à Dijon avec le laboratoire d'immunologie du CHU, où là on va avoir une petite conférence sur le mécanisme des vascularites et on va visiter les laboratoires, où on va voir les machines qui dépistent ces fameux ANCA. Et nous avons aussi une petite mascotte qui s'appelle Fil le Neutrophile. Fil le Neutrophile a été créé pour une série animée
qui nous explique le mécanisme à nouveau des vascularites. Et ces petits personnages sont repris par le professeur Luc Mouton dans ses exposés sur les mécanismes des vascularites. Aujourd'hui, nous avons 2 films, un sur la granulomatose de Wegener et un autre sur la polyangite microscopique. Il est prévu qu'on développe d'autres séries, d'autres dessins animés sur les autres vascularites. Nous avons mis aussi en place un outil numérique d'autosuivi de la maladie. Ça se passe soit sur un smartphone, soit sur une tablette, soit sur un PC. Il faut, avec l'aide de son médecin, c'est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Ça permet de faire un suivi de sa pathologie entre 2 consultations. Il y a un accès aux urgences, donc sur les fiches qu'on peut créer sur cet outil, on peut dire quels sont nos traitements, quels sont éventuellement les allergies, etc. Et quels sont surtout nos symptômes liés à notre vascularite. C'est traduit spontanément en 5 langues. On peut mesurer sa fatigue, sa douleur, ou même mettre des facteurs, des mesures personnelles, comme les prises de sang, comme je pense à la CRP par exemple, qui est un marqueur inflammatoire. On peut imprimer un rapport à présenter à son médecin. Et puis, on peut lire des recommandations, par exemple sur les recommandations vaccinales quand on a une vascularite. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir avec soi en voyage aussi, ce qui peut être très important. Nous participons aussi à la collecte d'informations. Toutes ces informations sont validées par le conseil scientifique, qui est le GFEV et le centre de référence. Et elles sont diffusées via newsletter, SMS, notre site internet. Et nous produisons aussi des DVD, des conférences que nous organisons. Ces conférences viennent de réunions d'information que nous organisons dans les hôpitaux de France et pays francophones. Ça permet aussi de mener un petit peu une campagne de sensibilisation à l'errance de diagnostic et à l'errance de prise en charge. Dans une moindre mesure, on utilise aussi notre chaîne YouTube et les réseaux sociaux pour faire parler des vascularites et se battre contre l'errance des diagnostics. Et puis un vecteur aussi qui peut faire connaître les vascularites, c'est l'organisation d'événements festifs et caritatifs. Donc actuellement nous avons un festival culturel une fois par an et prochainement une marche pour les vascularites. Ça permet de faire parler les vascularites via la presse locale par l'intermédiaire d'un événement culturel ou sportif. Nous sommes également reconnus interlocuteurs auprès des pouvoirs publics. Nous avons un agrément d'intérêt général qui nous permet de donner des reçus défiscalisants à nos donateurs. Nous avons un agrément représentant des usagers qui nous permet de proposer des candidatures pour représenter les usagers, défendre les droits des patients dans les structures médicales. Par ce biais-là, nous collaborons avec les ARS, les agences régionales de santé, et avec l'HAS, la Haute Autorité de Santé, notamment pour mettre en place ce qu'on appelle les PNDS, Protocole National de Diagnostic et de Soins. Et puis nous allons faire partie bientôt de l'UNAAS qui remplace les CIS. Alors l'UNAAS, c'est Union Nationale des Associations Agréées d'Usagers du Système de Santé. Et les CIS, c'était le collectif interassociatif sur la santé. Grâce à eux, nous pouvons être formés et informés sur les différentes directives et décisions gouvernementales par rapport à la santé. Et évidemment, nous sommes partenaires de la recherche. Depuis la création de l'association, nous avons versé 108 000 € depuis 2006. Nous réalisons des enquêtes sur l'impact des vascularites dans le quotidien. Ça peut être la fatigue, le stress, l'environnement, le milieu professionnel également. Et nous collaborons pour ça avec le GFEV, Groupe Français d'études des vascularites, sur toutes les études en cours. Et nous faisons également partie de l'AFCROS, qui est un répertoire d'associations de patients qui nous permet d'être formés à la relecture des consentements, par exemple, et puis aussi d'essayer de faire en sorte que les patients ne sortent pas des protocoles, ça arrive malheureusement, et aussi de donner les résultats, ce qui n'est pas toujours le cas. En fin de protocole, les patients ne sont pas forcément informés du résultat de l'étude. Voilà, donc nous sommes implantés dans toute la France, nous avons des correspondants régionaux. Voilà un petit peu la répartition des adhérents aujourd'hui en France. Nous avons aussi des adhérents en Belgique, dans les pays nord-africains, et puis nous avons aussi des adhérents au Québec. Voilà un petit peu, alors ça date du mois d'avril, il y a un mois, c'était
un petit peu pour faire le point sur les différentes vascularites représentées au sein de l'association. Vous voyez qu'on est 306 membres aujourd'hui et que la moyenne d'âge est de plus de 60 ans. Voilà, je vous remercie et je vous laisse avec le professeur Saïdi. Bonjour. Cette webconférence est consacrée à l'artérite à cellules géantes, anciennement appelée maladie de Horton. De quoi parle-t-on? Nous parlons d'une vascularite, c'est-à-dire d'une maladie inflammatoire des vaisseaux, primitive, c'est-à-dire de cause inconnue, touchant les gros vaisseaux chez le sujet de plus de 50 ans. Une particularité importante de cette maladie est sa préférence pour les vaisseaux de la tête. Il s'agit de vaisseaux superficiels ou profonds. Parmi les vaisseaux superficiels, on trouve les artères temporales, qui sont cliniquement fréquemment touchées par la maladie, d'où également le nom d'artérite temporale donné à cette maladie. Il peut s'agir également des artères occipitales, et pour ce qui est des territoires profonds, des artères qui irriguent l'œil et le système nerveux central, ce qui peut être source de complications sérieuses. Nous allons le détailler plus tard. Cette maladie est rare mais pas exceptionnelle, et on note 10 à 20 cas pour 100 000 habitants de plus de 50 ans en France. Il existe un gradient décroissant de la fréquence de cette maladie entre le nord et le sud, c'est-à-dire que la maladie est beaucoup plus fréquente dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe. Globalement, cette maladie est de bon pronostic, mais elle peut être grave, notamment en cas d'atteinte de l'œil, en cas d'atteinte de type vasculaire cérébral ou d'atteinte agressive de l'aorte. Qu'est-ce donc qu'une vascularite? Il s'agit d'une maladie inflammatoire des vaisseaux, ce qui l'oppose aux maladies liées à l'artériosclérose, qui sont les conséquences des facteurs de risque cardiovasculaires comme le cholestérol, le tabac, le diabète ou l'hérédité. Ces maladies de l'artériosclérose sont beaucoup plus fréquentes que les maladies inflammatoires des vaisseaux. Contrairement à l'artériosclérose, les vascularites vont avoir une rapidité d'évolution importante. Le délai d'évolution de ces maladies va de quelques jours à quelques mois. Leur début peut être brutal ou progressif. Contrairement à l'artériosclérose, on va trouver au cours de ces maladies ce qu'on appelle les signes généraux de l'inflammation, la fatigue, la perte d'appétit, la fièvre, la perte de poids. On va pouvoir trouver également des signes de la souffrance des vaisseaux, qui sont la conséquence d'une diminution de l'apport du sang aux tissus irrigués par les vaisseaux concernés. Lorsque le vaisseau est diminué dans son calibre, ceci constitue ce qu'on appelle une sténose et va provoquer une souffrance ischémique, mais qui va être encore réversible. En revanche, lorsque le vaisseau se bouche, on va parler d'occlusion, et ceci est une véritable catastrophe puisque en quelques heures, les tissus vont être totalement nécrosés, détruits de manière irrémédiable. Lorsque la maladie touche l'aorte, la paroi de celle-ci va être fragilisée et va se constituer lentement une dilatation de l'aorte avec la constitution de ce qu'on appelle des anévrismes. Ces anévrismes peuvent un jour se rompre, ce qui est une véritable catastrophe avec une mortalité extrêmement élevée. Parfois, l'aorte fragilisée se dissèque et il s'agit là également d'une urgence chirurgicale vitale. Ces complications graves de l'aorte sont fort heureusement rares. Il existe un traitement constamment efficace de l'artérite à cellules géantes, ce sont les corticoïdes. Une question fréquemment posée par les patients atteints par la maladie est « Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je atteint de cette maladie ?» Il n'y a pas de réponse simple. Différents facteurs interviennent dans la survenue de la maladie. Tout d'abord, le rôle du vieillissement tissulaire et du système immunitaire. On constate en effet que la maladie est exceptionnelle avant 50 ans et que son incidence augmente avec l'âge. L'âge moyen de la maladie au diagnostic est de environ 75 ans. Il existe des facteurs génétiques qui favorisent l'émergence de la maladie.
Et on constate que 4 femmes sont atteintes pour un homme. Donc peut-être des gènes associés au sexe féminin pourraient être responsables. D'autres gènes ont été identifiés, mais globalement, ils jouent un rôle assez mineur dans l'apparition de la maladie. Exceptionnellement, la maladie peut être familiale, mais elle n'est en aucun cas héréditaire. C'est-à-dire que la probabilité qu'un des parents touchés par la maladie transmette la maladie à son enfant est tout à fait infime. Il existe des facteurs de l'environnement. On a dit qu'il existait un gradient entre le nord et le sud d'Europe dans la fréquence de la maladie. On sait que le tabagisme joue probablement un rôle, notamment chez la femme, et dans tous les cas, le tabagisme est nocif à l'évolution de la maladie. Il existe des facteurs infectieux, particulièrement viraux, et on constate des petites épidémies saisonnières de diagnostic d'artérite à cellules géantes, faisant suite de quelques semaines à quelques mois à des épidémies virales. Les paramyxovirus, qui sont des virus proches de la grippe, ont particulièrement été incriminés. Le virus de la varicelle a fait l'objet récemment de communications et de publications, mais ces travaux ne paraissent pas encore suffisamment solides pour retenir le rôle joué par le virus de la varicelle. Enfin, aucune bactérie n'a pu être incriminée comme étant à l'origine de l'artérite à cellules géantes. Rarement, des médicaments peuvent favoriser la survenue de la maladie. Il s'agit principalement de nouveaux anticancéreux. Des médicaments courants comme les statines, utilisés pour traiter l'hypercholestérolémie, l'excès de cholestérol dans le sang, ne jouent pas un rôle significatif. De même, aucune preuve n'existe du rôle des vaccins dans l'émergence de la maladie, même si quelques patients vont débuter leur maladie peu de temps après une vaccination. Ceci paraît être davantage le fait du hasard que d'une responsabilité du vaccin. Il n'y a donc pas de contre-indication à vacciner les patients atteints d'artérite à cellules géantes, sauf, bien entendu, par les virus vivants atténués qui sont contre-indiqués chez tout patient prenant un traitement immunosuppresseur ou des corticoïdes, ce qui est le cas au cours de la maladie de Horton traitée. Finalement, si on veut faire un schéma véritablement explicatif de l'artérite à cellules géantes, on obtient ce genre de présentation qui, pour un néophyte, est extrêmement difficile à comprendre. Sur cette présentation figurent les différentes cellules du système immunitaire et de la paroi vasculaire qui entrent en interaction pour provoquer les lésions de la maladie de Horton. Il n'est pas question de détailler tout ceci, cela prendrait plusieurs heures. On retiendra cependant le rôle clé de certaines protéines de l'inflammation, que l'on appelle les cytokines, et qui vont être des cibles thérapeutiques. Particulièrement, les cytokines interleukine 1, interleukine 6, contre lequel il existe désormais un médicament, et interféron gamma. La cytokine que l'on appelle TNF, ou Tumor Necrosis Factor, est une cytokine jouant un rôle peu important, manifestement, au cours de cette maladie, puisque les traitements qui permettent de contrôler l'action de cette cytokine n'ont pas d'efficacité significative. Voyons maintenant quels sont les problèmes que pose la prise en charge en pratique de l'artérite à cellules géantes. Tout d'abord, faire un diagnostic rapide afin de prévenir l'apparition d'une catastrophe artérielle, notamment visuelle. Gérer au plus juste le traitement par corticoïdes qui reste actuellement obligatoire. Envisager un médicament pour donner moins de corticoïdes chez des patients traités parfois depuis longtemps ou chez lesquels on pressent que la corticothérapie va être mal tolérée. Il peut s'agir également de prévenir les complications de la maladie sur le long terme et de prévenir les complications des traitements. Enfin, améliorer le pronostic vasculaire de la maladie. Pour faire un diagnostic rapide de la maladie, il faut tout d'abord en connaître les principaux signes d'alerte. Ces signes sont tout d'abord des signes généraux.
Isolés ou associés aux autres signes que nous allons détailler, ils peuvent, chez certains patients, être totalement absents, ce qui complique le diagnostic. Ces signes généraux comprennent la fièvre, qui peut être de tout type, la fatigue, la perte d'appétit, entraînant la perte de poids. Certains patients, et c'est une manifestation fréquente, ont une céphalée inhabituelle et persistante qui va toucher les tempes, le cuir chevelu, la région postérieure du crâne, c'est-à-dire l'occiput, ou encore la mâchoire, et ces patients vont éprouver des crampes à la mastication. De façon caractéristique, la maladie entraîne des réveils douloureux la nuit, en deuxième partie de nuit ou sur le petit matin. Troisième catégorie de signes, les douleurs rhumatismales inhabituelles. Il s'agit de douleurs touchant ce qu'on appelle les ceintures, c'est-à-dire les épaules, les cuisses, la région du bassin. Ces douleurs peuvent également toucher les muscles, certaines articulations. Elles peuvent également correspondre à des crampes survenant à la marche ou dans les bras pour des efforts modérés. Moins connue, la maladie peut se traduire par des douleurs du dos et des douleurs lombaires lorsqu'il y a une inflammation de l'aorte. Enfin, les signes visuels occupent une large place dans la sémiologie de cette maladie. Ceux-ci sont très importants à connaître car ils peuvent annoncer la perte irrémédiable de la vision. L'existence d'une diplopie est un signe d'alerte important. La diplopie, c'est une vision double. L'amputation brutale du champ visuel annonce fréquemment la catastrophe d'une perte totale de la vision d'un œil. Cette amputation du champ visuel peut être transitoire, on parle en langage médical d'amorose, ou définitive. Enfin, en l'absence de traitement rapide, un patient présentant la cécité d'un œil a un risque de 50% de devenir complètement aveugle. Aussi, la présence de signes aigus, d'apparition aiguë au niveau ophtalmologique chez un patient de plus de 50 ans doit faire envisager la possibilité de ce diagnostic d'artérite à cellules géantes et faire prescrire quelques examens de débrouillage. On notera que ces signes visuels peuvent être les seules manifestations de la maladie, ce qui, là aussi, peut rendre plus compliqué le diagnostic. Un certain nombre de signes ne sont pas évocateurs d'artérite à cellules géantes. Nous les avons listés sur cette diapositive. Ces signes vont évoquer plutôt d'autres formes de vascularite ou d'autres maladies inflammatoires. On trouve pour cela des signes de la sphère ORL qui évoquent une granulomatose avec polyangéite, qui est une autre vascularite plus sévère que la maladie de Horton, la phtose buccale, l'œil rouge et douloureux, la baisse progressive et non pas brutale de la vision, l'essoufflement rapide et les crachats de sang, la diarrhée, la présence de sang dans les selles, les éruptions cutanées, la présence de nodules, c'est-à-dire de petites boules sous la peau, la présence de sang dans les urines ou encore des ganglions qui grossissent, ainsi qu'une grosse rate. Tous ces signes sont plutôt contre le diagnostic de maladie d'Horton et doivent faire rechercher d'autres maladies. Lorsque le médecin va penser à cette maladie, il doit rechercher certains signes. Ceux-ci sont tout d'abord les signes d'inflammation de l'artère temporale. Nous avons vu sur la diapositive au début de cet exposé un patient qui avait une artère temporale très augmentée de volume, qui était turgescente, et à la palpation on peut retrouver une douleur de l'artère temporale ou encore l'abolition du pouls temporal. Le médecin va rechercher également un souffle sur des artères où il n'y en a habituellement pas, comme les carotides ou même de manière plus spécifique les membres supérieurs. Il va rechercher un souffle au cœur, car lorsque la maladie touche l'aorte, la partie ascendante de l'aorte, peut apparaître une insuffisance aortique. D'autre part, l'existence d'un souffle cardiaque chez un patient ayant une fatigue générale et ou de la fièvre doit faire conduire à évoquer une maladie qu'on appelle l'endocardite infectieuse,
qui est une maladie grave qui se traite radicalement différemment de l'artérite à cellules géantes qu'il ne faut donc absolument pas connaître. La tension artérielle va être recherchée également et mesurée à droite et à gauche afin de s'assurer qu'il n'y a pas de différence dans la tension entre ces deux bras. Une tension artérielle différente à droite et à gauche peut survenir du fait simplement de sténose sur les artères des membres supérieurs. Le médecin va rechercher également la disparition d'un pouls, notamment au niveau des membres supérieurs, et fera un examen physique complet, car de nombreuses maladies peuvent mimer une artérite à cellules géantes, et il ne faut pas porter ce diagnostic à tort. Les signes de la maladie peuvent fluctuer pendant des mois. Une fois qu'ils auront été reconnus, le médecin va prescrire un bilan biologique qui doit comporter notamment une vitesse de sédimentation et la mesure de la C-réactive protéine. Ces deux marqueurs sont des marqueurs de l'inflammation et ils sont quasiment constamment positifs autour de l'artérite à cellules géantes. Parfois, la maladie peut malgré tout évoluer en l'absence d'anomalies sur ces deux marqueurs inflammatoires. Mais cela reste tout à fait rare. Lorsque la vitesse de sédimentation ou la CRP aura été retrouvée élevée, le patient sera adressé à un spécialiste qui connaît bien cette maladie. En pratique, il s'agit généralement d'un médecin interniste, d'un rhumatologue, voire d'un gériatre. Ceux-ci, généralement, décident de la réalisation d'une biopsie d'artère temporale et d'un scanner thoracique, abdominal et pelvien. La biopsie d'artère temporale est un geste réalisé par un chirurgien, généralement sous anesthésie locale, et peut se faire sur un mode tout à fait ambulatoire, c'est-à-dire que le patient ne nécessitera pas une hospitalisation. La cicatrisation sera obtenue en l'espace d'une dizaine de jours, mais les résultats seront obtenus, si on les demande, dès la 24e heure, si le laboratoire est sensibilisé. La rapidité du diagnostic est un élément très important pour prévenir la survenue de complications de la maladie. La biopsie d'artère temporale entraîne très peu de complications. C'est l'examen de référence pour le diagnostic d'artérite à cellules géantes. On demande également généralement un scanner avec injection d'iode, thoracique, abdominal et pelvien. Ceci est utile pour la recherche d'une atteinte de la paroi de l'aorte, ce qu'on appelle donc une aortite, qui peut toucher jusqu'à 50% des patients. L'aortite va se traduire par un épaississement circonférentiel et étendu de la paroi aortique au-delà de 2 à 3 mm. Cet épaississement va avoir une signification importante lorsqu'il n'y a pas d'athérome surajouté, c'est-à-dire pas de plaque de cholestérol. Le scanner va également rechercher l'existence de dilatation de l'aorte, ce qu'on appelle les anévrismes, beaucoup plus rarement la présence d'une dissection, et enfin recherchera des diagnostics autres que l'artérite à cellules géantes pouvant être responsables des symptômes présentés par le patient. Cela peut être une tuberculose, une autre maladie infectieuse, un cancer, une maladie du sang, etc., etc. On retiendra qu'en cas de forte suspicion diagnostique, il faut commencer le traitement par corticoïdes avant de réaliser la biopsie. En effet, ceci ne change pas significativement le résultat de la biopsie d'artère temporale et cela peut éviter de perdre la vision ou la survenue d'autres complications dans le délai nécessaire à l'obtention de la biopsie d'artère temporale. D'autres examens pourront être réalisés au cas par cas. Il s'agit essentiellement de l'échographie Doppler des vaisseaux et de la tomographie par émission de positons couplés au scanner. L'échographie Doppler des vaisseaux va être réalisée sur l'extrémité céphalique, où les vaisseaux d'intérêt sont des vaisseaux superficiels. Il s'agit des vaisseaux temporaux et des vaisseaux occipitaux. Elle va pouvoir être également réalisée au niveau des troncs supra-aortiques, principalement les carotides et leurs branches,
les artères des membres. Enfin, ce qui sera recherché est un rétrécissement de la lumière des vaisseaux, encore appelé sténose, ou encore une dilatation des vaisseaux appelée anévrisme. L'échographie Doppler de haute résolution permet de visualiser l'inflammation de la paroi vasculaire sous la forme du signe du halo hypoéchogène. La tomographie par émission de positons couplée au scanner est un examen qui relève de la médecine nucléaire. Elle consiste à injecter du sucre radioactif qui va se fixer dans des foyers d'inflammation ou des foyers tumoraux. Le sucre se fixe de façon physiologique au niveau du foie, de la rate, du cœur et du cerveau, qui sont donc des zones qui seront mal explorées par cet examen. La tomographie par émission de positons est un examen de choix pour le diagnostic de l'aortite ainsi que pour l'atteinte des troncs supra-aortiques. Son interprétation doit être prudente lorsqu'il existe des plaques de cholestérol, encore appelées des plaques d'athérome. Regardons ensemble quelques images. En haut à gauche, un Doppler de l'artère temporale. On voit que l'image est assez difficile à interpréter et cela nécessite un investigateur expérimenté pour faire un examen de qualité. Le scanner est plus facile à interpréter et on voit, au bout de la flèche rouge, un épaississement concentrique de la paroi de l'aorte. Lorsque celui-ci fait plus de 3 mm, le diagnostic d'aortite est, pour ainsi dire, certain. Au TEP scanner va être visualisé un hypermétabolisme de la paroi de l'aorte. Cela signe l'inflammation de l'aorte, donc le diagnostic d'aortite. Ces examens vont être complétés par des examens ophtalmologiques. Il s'agit tout d'abord de faire un fond d'œil et un champ visuel qui vont donner des informations sur l'existence ou non d'une atteinte des vaisseaux qui irriguent l'œil. Ceci va être complété au cas par cas par une angiographie à la fluorécéine, qui est un colorant qui va être injecté et qui va permettre de bien visualiser les vaisseaux ainsi que la possibilité d'une perméabilité accrue des vaisseaux lorsqu'il y a une inflammation de ceux-ci. Cet examen va permettre de différencier une artérite à cellules géantes d'une neuropathie ischémique d'une autre origine. D'autres examens pourraient être demandés au cas par cas en fonction des diagnostics envisagés. Le dépistage des complications de la corticothérapie va pouvoir être réalisé à l'occasion de cet examen. En effet, à cet âge, il n'est pas rare d'avoir un glaucome ou une cataracte dont le traitement sera important à mettre en route sans tarder car ils seront aggravés fréquemment par la corticothérapie. Enfin, d'autres pathologies que l'artérite à cellules géantes peuvent être responsables de troubles visuels à cet âge, particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui n'a absolument aucun rapport avec l'artérite à cellules géantes. Le traitement de la maladie repose encore aujourd'hui de manière incontournable sur la corticothérapie. Ce traitement est rapidement efficace, en général de quelques heures à quelques jours. Ces effets indésirables sont fréquents. Ce médicament est parfaitement connu et on sait que au moins 50% des patients vont rechuter sous corticoïdes, ce qui explique que des traitements peuvent être prolongés. Cependant, la plupart des patients guérissent. Aussi, il ne faut pas considérer que le diagnostic d'artérite à cellules géantes impose une corticothérapie à vie. Cela n'est absolument pas justifié. En revanche, des patients traités de façon prolongée par corticoïdes vont fréquemment développer des effets indésirables, ce qui justifie de rechercher des nouvelles molécules qui permettront de raccourcir la durée du traitement de la corticothérapie et de prescrire des doses plus faibles. De nouveaux traitements ont été développés. Nous y viendrons tout à l'heure plus en détail. Les objectifs du traitement
sont tout d'abord de contrôler les symptômes et le syndrome inflammatoire biologique afin de prévenir les complications de la maladie. En effet, une rechute clinique est fréquente, jusqu'à 80% des patients, lorsqu'il persiste un syndrome inflammatoire biologique inexpliqué chez un patient qui a une artérite à cellules géantes. Ces rechutes cliniques peuvent être sévères. Un autre objectif est d'éviter les effets indésirables de la corticothérapie. Il faut donc donner ni trop de corticoïdes afin de limiter les risques d'effets indésirables, ni trop peu, ce qui conduirait à un risque de complications liées à la maladie. Il faut mettre en place rapidement des mesures de prévention des effets indésirables de la corticothérapie, nous les rappellerons tout à l'heure. Enfin, envisager des médicaments d'épargne cortisonique, en sachant que leur rapport efficacité sur bénéfice et sur risque est à peser soigneusement. Enfin, ces patients ont un risque vasculaire accru et il faudra s'attacher à contrôler ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire, ce qui prédispose par exemple à l'infarctus du myocarde, comme le tabagisme, le diabète, les anomalies du cholestérol ou encore la sédentarité. Il nous semble important de redire ici que les patients ayant besoin d'une corticothérapie à vie sont rares et qu'il faut s'acharner à essayer de sevrer les patients afin de ne pas les exposer à des complications trop fréquentes. La conduite de la corticothérapie est bien codifiée. Tout d'abord, le choix des molécules. On choisit généralement des corticoïdes de faible durée de vie, de l'ordre de quelques heures. Il s'agit de la prednisone, encore connue sous le nom de cortencil, de la prednisolone, qui correspond au Solupred, de la méthylprednisolone par voie orale, qui correspond au Medrol, et de la méthylprednisolone au Solumedrol, qui est le seul corticoïde utilisable par voie intraveineuse. Le schéma classique de traitement repose sur une corticothérapie de 0,7 à 1 mg par kilo et par jour, pour une durée qui va de 10 à 30 jours en fonction des stratégies de traitement choisies. Parfois, des fortes doses de corticoïdes par voie intraveineuse, de l'ordre de 500 à 1000 mg pendant 1 à 3 jours, vont être utilisées, notamment pour contrôler plus rapidement un patient ayant une atteinte ophtalmique. Une décroissance rapide va suivre ce traitement d'attaque. Cette décroissance permettra d'atteindre une dose de 15 à 20 mg par jour au terme de 12 semaines de traitement. Ensuite surviendra une phase de décroissance lente. De l'ordre de 10 mg par jour sera atteinte à la semaine 24 et la dose de 5 à 7,5 mg par jour est généralement atteinte à la semaine 52. Le traitement d'entretien va ensuite être mis en place pour une durée de 6 mois, voire 1 an, avec des doses qui se situent entre 5 et 7,5 mg par jour, qui constituent chez de nombreux patients un seuil de sécurité permettant de prévenir une rechute. Enfin, on essaiera de sevrer le patient, généralement à partir du 18e ou du 24e mois, sevrage selon des modalités variées que nous n'aborderons pas ici. On retiendra qu'un traitement court s'accompagne d'un risque de rechute élevé, mais d'un risque d'effet indésirable faible. Inversement, un traitement prolongé expose à un risque de rechute de la maladie faible, mais à des effets indésirables des traitements élevés. L'évolution sous traitement est un contrôle très rapide des symptômes et de l'inflammation biologique. Pour certains patients, l'effet est proprement miraculeux et ils se trouvent soulagés de douleurs intenses en quelques heures. La corticothérapie, toutefois, n'a d'effet que suspensif, c'est-à-dire que si le traitement est rapidement arrêté après avoir été mis en route, les symptômes vont revenir tout aussi rapidement avec le même risque de complications. Il ne faut donc pas arrêter le traitement sans avis du médecin. Des complications de la maladie peuvent survenir de façon tout à fait rare sous traitement.
Il s'agit tout d'abord du risque d'atteinte visuelle, qui est inférieur à 1% lorsque les symptômes cliniques et l'inflammation biologique sont contrôlés. On va également observer un risque au niveau de l'aorte. Ce gros vaisseau a pu être fragilisé à la phase initiale de la maladie ou du fait d'un phénomène inflammatoire imparfaitement contrôlé. Aussi, il est recommandé de surveiller l'évolution de la structure de l'aorte longtemps après la fin du traitement lorsque celle-ci était atteinte au début du traitement. Enfin, on surveillera la possible évolution de l'artérite aux membres supérieurs ou aux membres inférieurs en fonction des patients. Les effets indésirables de la corticothérapie sont largement connus. Ils peuvent être précoces, comme la lipodystrophie. Il s'agit de la répartition des graisses du corps dans la partie supérieure du corps, c'est-à-dire au niveau du visage et du tronc. Ceci s'accompagne très fréquemment d'une prise de poids, car les corticoïdes augmentent l'appétit et favorisent le stockage des sucres en graisse. Il convient donc de bien surveiller la balance afin de ne pas prendre trop rapidement du poids, cette prise de poids pouvant être de 10 à 20 kg de façon non rare, particulièrement chez les femmes. Les corticoïdes ont aussi des effets psychiques fréquents. Il s'agit d'une excitation avec insomnie, parfois anxiété, et plus rarement d'une dépression. Ils peuvent également provoquer une décompensation cardiaque. Ils peuvent provoquer une baisse du potassium, ce qui est parfois nocif au plan cardiaque et musculaire, ou encore favoriser l'augmentation de la pression au niveau de l'œil, ce qu'on appelle le glaucome. Enfin, les corticoïdes provoquent une perte osseuse précoce qui ne se traduira que plusieurs mois à années plus tard, mais qu'il convient, dès le début du traitement, de prévenir par des médicaments adaptés. Plus tardivement va survenir la fonte musculaire, qu'on appelle la myopathie cortisonique, et la fragilisation de la peau, qui peut avoir de grandes difficultés à cicatriser et qui va provoquer parfois des décollements cutanés invalidants. Certains patients vont développer une cataracte favorisée par la corticothérapie, une hypertension artérielle, une dépression, des tassements vertébraux et des fractures fémorales, ou encore, enfin, une insuffisance surrénalienne. L'insuffisance surrénalienne correspond à la mise au repos, généralement transitoire, mais malheureusement parfois également définitive, de la capacité de l'organisme à fabriquer le cortisol. Chacun d'entre nous fabrique en effet une dose quotidienne de cortisol qui lui permet de vivre, cette hormone étant vitale. Lorsqu'on prend longtemps des corticoïdes, la synthèse du cortisol est mise au repos et il faut un certain temps pour que celle-ci retrouve un niveau suffisant. Il convient donc là aussi de ne jamais stopper brutalement une corticothérapie pour ne pas s'exposer au risque d'insuffisance surrénalienne. Enfin, la corticothérapie augmente le risque infectieux, qu'il s'agisse de la phase précoce ou de la phase tardive du traitement, ainsi que les risques de diabète, qui peuvent décompenser très rapidement après l'introduction des corticoïdes, et le risque cardiovasculaire global. Ceci correspond au risque d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux ou d'artérite des membres inférieurs. Un certain nombre de mesures vont donc être recommandées en association à la corticothérapie. Tout d'abord, un régime sans sucre rapide, que l'on compare à un régime diabétique. Tout ce qui a saveur sucrée est a priori possiblement nocif, car susceptible d'être stocké sous forme de graisse et de favoriser le diabète. Il faudra également, de manière fréquente, surveiller les glycémies au début du traitement. Il faudra également surveiller le poids des patients, avoir des apports modérés en sel dans l'espoir de limiter le risque d'hypertension artérielle et surveiller le taux de potassium dans le sang au cours des premiers mois. L'exercice physique régulier est hautement recommandé afin d'entretenir les muscles, de limiter le risque d'ostéoporose, de limiter les risques de diabète ou encore d'hypertension artérielle.
on encouragera vivement les patients à arrêter de fumer. Il s'agit en effet d'un facteur d'aggravation important des lésions artérielles, particulièrement au niveau de l'aorte. Certains patients se verront recommander la prescription d'aspirine, voire d'un médicament contre le cholestérol, une statine, mais plutôt selon les recommandations en vigueur pour tout patient, même n'ayant pas une artérite à cellules géantes. Les autres facteurs de risque cardiovasculaire devront être également contrôlés autant que faire se peut. On dépistera précocement l'existence d'une ostéoporose sous-jacente et on prescrira généralement du calcium, de la vitamine D et un diphosphonate afin de prévenir la perte osseuse qui peut être très fréquente et exposer ces patients âgés à des fractures de manière indue. En effet, dans des séries historiques, jusqu'à 20% des patients présentaient des fractures vertébrales en l'absence de prévention systématique par des médicaments efficaces comme les diphosphonates. Ce type de complication est devenu beaucoup plus rare depuis que la prévention de l'ostéoporose est systématique. Des sédatifs pourront être prescrits pendant quelques semaines en cas d'insomnie ou d'excitation. Un enjeu important est donc de donner moins de corticoïdes à ces patients tout en donnant suffisamment. Il faudra être attentif à ce que les patients n'utilisent pas les corticoïdes pour un effet psychostimulant, anti-asthéniant, c'est-à-dire pour combattre la fatigue, ou anti-inflammatoire de manière non spécifique, par exemple pour traiter des douleurs d'arthrose. Un patient sous corticoïdes se sent souvent bien, même s'il a des effets indésirables de ce traitement tant que ceux-ci ne sont pas douloureux. En revanche, à l'arrêt de la corticothérapie, peuvent survenir une fatigue non spécifique ou le réveil de douleurs articulaires anciennes que le patient avait oubliées et liées, par exemple, à de l'arthrose. Enfin, certains patients développent, semble-t-il, un véritable syndrome de sevrage qui va régresser au bout de quelques semaines. Il convient de ne pas surtraiter les patients par crainte des complications. Une erreur fréquemment observée est d'attribuer à la maladie d'Orton des symptômes, par exemple visuels, ou des maux de tête qui ne sont pas dus à la maladie. Également, tout syndrome inflammatoire n'est pas dû à la maladie, et il faudra régulièrement se poser la question, chez un patient qui garde un syndrome inflammatoire, ou si celui-ci réapparaît trop fréquemment d'une autre pathologie associée et masquée par la corticothérapie. Si le traitement s'avère donc compliqué, si le patient a tendance à rechuter, il faudra qu'il soit vu par un médecin bon connaisseur de la maladie afin de donner moins de corticoïdes et de proposer éventuellement d'autres médicaments en fonction de la situation. Ces médicaments qui permettent de donner moins de corticoïdes sont appelés épargneurs de corticoïdes. Deux médicaments principalement ont une efficacité prouvée par des études bien menées. Il s'agit du méthotrexate, que l'on connaît également sous le nom de IMET ou de Metoject sous forme injectable, et du tocilizumab, qui est un médicament puissant et tout récemment mis à disposition. L'effet du méthotrexate est globalement modéré, mais cette molécule a l'avantage d'être bien tolérée et parfaitement connue depuis des dizaines d'années. Le tocilizumab a une efficacité qui paraît remarquable. Cependant, son rapport bénéfice sur risque est encore assez difficile à appréhender. En effet, la situation en population générale peut être bien différente de ce que l'on observe dans les essais cliniques, et il faudra donc observer une certaine prudence dans la prescription de ce médicament, particulièrement chez des gens âgés ou fragilisés par d'autres maladies. D'autres molécules ont pu être utilisées avec une efficacité ou une sécurité d'emploi dans l'ensemble peu documenté. Enfin, redisons que les patients ayant besoin de corticothérapie à vie sont rares et que si on n'arrive pas à sevrer une maladie de Horton au bout de 2 à 3 ans, il faut véritablement
faire appel à un spécialiste pour la gestion de ce traitement. Cette diapositive illustre l'efficacité du méthotrexate et du tocilizumab dans des essais cliniques. Sur les diapositives de droite, on voit que la probabilité de maintenir en rémission un patient sous tocilizumab, ici sous forme injectable par voie intraveineuse, est de plus de 80%, malgré un arrêt rapide de la corticothérapie, donc un traitement véritablement puissant. Un certain nombre de précautions devront être prises à l'arrêt du traitement par corticoïdes. Tout d'abord, dépister l'insuffisance surrénalienne. Ceci généralement fait appel à un dosage de cortisolémie, de l'ACTH, qui est l'hormone qui favorise la sécrétion du cortisol, ou encore par un test au synactène à 250 microgrammes. Il conviendra de poursuivre la surveillance biologique au moins 1 an après l'arrêt des corticoïdes, car les rechutes surviennent généralement durant cette période, et près d'1 patient sur 2 est susceptible de rechuter après l'arrêt de la corticothérapie. Il faudra contrôler la densitométrie osseuse, qui permet d'évaluer s'il convient ou non de poursuivre la prévention de l'ostéoporose. Enfin, selon les cas, il conviendra de surveiller l'existence d'une pathologie aortique ou d'autres vaisseaux. En conclusion, l'artérite à cellules géantes est une maladie de bon pronostic, particulièrement si elle est diagnostiquée avant la survenue des complications, ce qui est un enjeu majeur. Sa prise en charge doit faire appel à l'aide de médecins connaissant bien la maladie, même si le médecin généraliste reste au cœur du dispositif de prise en charge. Recourir à des médecins qui ont l'habitude de cette maladie permet fréquemment d'éviter des erreurs thérapeutiques. La survie globale de ces patients est identique à celle de la population générale, même si quelques patients peuvent avoir des complications graves, particulièrement en cas d'atteinte sévère de l'aorte, survenant précocement dans le cours de la maladie. Cette maladie a une excellente sensibilité aux corticoïdes, mais les rechutes sont fréquentes, survenant au moins chez 1 patient sur 2. Les effets indésirables de la corticothérapie sont d'autant plus fréquents que d'autres pathologies sont associées, présentes, qui vont décompenser à la faveur de la corticothérapie, comme le diabète ou l'insuffisance cardiaque par exemple. Globalement, les complications de la corticothérapie peuvent être largement prévenues. Celles de la maladie seront efficacement prévenues également par le contrôle clinique et biologique de la maladie. On recommandera enfin une surveillance de l'aorte, y compris après l'arrêt du traitement chez des patients encore jeunes pouvant bénéficier d'un geste chirurgical si celui-ci s'avère nécessaire. Dans ce contexte, la recherche de médicaments d'épargne cortisonique reste une question importante. La mise à disposition de médicaments novateurs comme le tocilizumab est une avancée que l'on peut considérer comme majeure, mais qu'il nous faut apprendre encore à bien maîtriser. Je vous remercie pour votre attention.